Ibrahim Hassan Mayaki, bonjour. Bonjour. Vous étiez ancien Premier ministre de 1997 à 2000. Vous étiez à la tête, entre autres, hein, à la tête du NEPAD, le Oui. nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique en tant que secrétaire exécutif. Vous avez écrit un livre remarquable qui s'appelle L'Afrique à l'heure des choix. Vous êtes un homme protéiforme et surtout un homme d'expérience. Alors, vous venez d'être nommé par le président de la Commission de l'Union africaine euh, comme envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires. Je vous remercie d'abord de nous accorder cette exclusivité. C'est votre premier entretien. D'abord, deux mots. Qu'est-ce qu'être aujourd'hui envoyé spécial? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce type de mission. Alors, d'abord, merci de m'inviter. Je suis vraiment honoré par cette invitation, sincèrement. Le rôle d'envoyé spécial vient en complément à ce que font toutes les entités de l'Union africaine, à commencer par le cœur de l'Union africaine, qui est la Commission. Alors, sur certaines questions qui demandent un plaidoyer particulier, qui demandent une mobilisation de ressources particulières, qui demandent un effort d'harmonisation des initiatives africaines, il revient au président de la Commission de désigner au besoin un envoyé spécial. Alors cet envoyé spécial ne se substitue pas aux fonctions de la Commission ni aux structures de la Commission. Il vient appuyer la Commission dans ce qu'elle fait déjà, mais avec la valeur ajoutée qui est la suivante, c'est sur la base de son expérience, sur la base de son network, ses réseaux, sur la base des connaissances particulières qu'il peut avoir, c'est pousser l'agenda africain. Donc, un, il ne se substitue pas. Deux, cela est bien fixé dans le temps. Et trois, c'est vraiment un appui à un agenda particulier. Et il se fait que l'agenda sur les systèmes alimentaires devient de plus en plus important. Alors justement, quelle est votre feuille de route pour cette mission? On voit aujourd'hui le contexte et les enjeux sont considérables et que vous avez du pain sur la planche. Alors, je viens d'être nommé et j'ai accueilli ça de manière très humble. Je suis honoré d'être nommé. La feuille de route, je vais la construire avec la commission. Et mon approche en général dans tout ce que je fais, c'est préparer de manière intensive et détaillée la stratégie qui doit être mise en œuvre par après. Donc, c'est un défaut, une qualité, je ne sais pas, mais c'est ma manière de fonctionner. J'investis beaucoup de temps dans la préparation de la stratégie afin d'aller vite par la suite. Donc là, nous sommes dans le moment où nous allons construire avec la commissaire en charge des systèmes alimentaires au niveau de la commission, Madame l'ambassadrice Josepha Sako, ses équipes, des spécialistes que je connais et avec lesquels on peut travailler en équipe. Nous allons construire cette feuille de route, mais très, très vite. Bon, cette feuille de route, évidemment, pour revenir au premier point, à votre première question, va s'inscrire dans ce qui est déjà fait par l'Union africaine et va apporter une valeur ajoutée. Qu'est-ce qui est déjà fait par l'Union africaine? C'est depuis quasiment une vingtaine d'années, nous avons construit des stratégies de transformation agricole qu'on a appelé PDDA, le Programme détaillé développement de l'agriculture en Afrique, qui a été transformé ensuite en stratégie de Malabo, où le point essentiel était comment faire le lien entre les politiques économiques et les politiques agricoles. Et ensuite, nous sommes allés aux Nations Unies sur la base de cette stratégie de Malabo pour négocier notre position concernant le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et nous avons une position commune.
il y a des défis considérables, et notamment les défis qui ont trait au financement de l'adaptation au changement climatique, qui est un défi important, à l'harmonisation des initiatives, parce que nous voulons changer de narratif. Oui. Le narratif qui consiste à dire les Africains sont affamés, ils sont mal nourris, ce narratif de plainte ne tient plus. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons un potentiel à transformer, nous avons des terres, nous avons des ressources hydriques, nous avons un capital naturel, nous avons une force de travail, nous avons de la jeunesse. Donc, on doit passer du narratif de la plainte au narratif de la transformation sur la base du potentiel que nous avons. Alors, on n'est plus dans la logique, on a besoin de sacs de riz, etc. Non. Il faut que non seulement nous songions à nourrir l'Afrique, mais que nous songions également à long terme à voir comment nous pouvons nourrir d'autres parties du monde. Et c'est ça qui doit nous motiver fondamentalement. Mais ça fait des années que l'Afrique se pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, face aux défis qu'on observe, l'Afrique va vraiment entrer dans l'action? Parce qu'il était temps que l'Afrique se bouge. Absolument, absolument, vous avez tout à fait raison. Et vous savez, toutes les réflexions ont été faites. On pourrait remplir dans une salle de 4000 mètres carrés, on pourrait remplir une salle de 4000 mètres carrés par toutes les études, les diagnostics, les livres, les techniques. Les solutions techniques existent. Mais je dis toujours une chose, une solution technique ne marche que lorsqu'elle est couplée à une solution politique adéquate. Oui. La solution politique, c'est quoi? C'est l'action. Oui. Il faut un leadership déterminé à agir. Parce que techniquement, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons comment augmenter les rendements, nous savons comment utiliser les engrais, nous savons comment renforcer la capacité des petits agriculteurs, nous savons comment construire des routes rurales. Tout ça, nous le savons techniquement. Oui. Maintenant, l'action, c'est le leadership en mouvement et qui fait en sorte que cela est mis en œuvre. Et la caractéristique du leadership en Afrique, ce n'est pas faire des discours, adopter des déclarations, non. Les leaders africains doivent mettre la main à la pâte. Oui. Mettre la main à la pâte, ce n'est pas être partie prenante des processus de mise en œuvre pour rectifier ce qui ne va pas et avoir cette volonté politique d'agir. C'est ça ce n'est pas. C'est pour ça que je dis très souvent d'ailleurs, il est plus facile, il est plus difficile d'être un premier ministre ou un chef d'État au Niger, au Malawi ou en Zambie qu'en Australie ou en Suède. Hein? Oui. Parce que dans ces pays-là, Australie, Suède, etc., vous avez des institutions définies, vous avez des règles qui marchent, vous n'avez pas de problème d'allocation de ressources. Donc, la décision est relativement plus simple que dans des pays où il faut un autre type de leadership beaucoup plus engagé sur le terrain. Pour montrer que l'Afrique vraiment est une terre des paradoxes, quand on voit que près de 600 millions d'hectares de terres arables existent, non cultivées, existent en Afrique, on est vraiment sidéré par le décalage entre le discours et la volonté de pouvoir servir l'Afrique et aller, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut véritablement se nourrir. Ah, absolument, absolument. L'Afrique non seulement peut se nourrir, mais peut également nourrir les autres, oui. En partie. Alors, nous avons la plus forte proportion de terres arables au monde. Historiquement, nous avons été beaucoup orientés vers les cultures de rente. Mais les cultures de rente sont un héritage de la période coloniale. Entre la période coloniale et le début des années 2000, il n'y a pas eu véritablement ce que les économistes appellent une transformation structurelle. Cette transformation structurelle est en cours. Il y a des agendas pour cela. Il y a l'agenda 2063 qui est conforme et en cohérence avec l'agenda 2030.
Et nous avons ces stratégies sectorielles qui concernent le climat, les infrastructures, qui concernent l'énergie, etc. Alors, il faut mettre tout cela ensemble et faire en sorte qu'on soit aligné dans la mise en œuvre. C'est-à-dire, ce que les chefs d'État décident à l'Union africaine doit s'appliquer dans les communautés économiques régionales et doit s'appliquer au niveau national. Et ne pas perdre de vue nos priorités et faire en sorte que nos allocations de ressources soient conformes à nos priorités. Vous savez, on a défini il y a plus d'une quinzaine d'années la nécessité d'investir 10% des ressources publiques dans l'agriculture. Oui. Malheureusement, très peu de pays le font. Alors, vous avez des discours. Si vous regardez tous les programmes de campagne des candidats présidentiels en Afrique, il y a toujours deux sujets qui reviennent systématiquement. Il y a celui du développement de l'agriculture, du renforcement des capacités des agriculteurs, et puis il y a également celui de l'industrialisation. Mais si vous regardez les budgets publics qui sont affectés à l'agriculture, vous verrez qu'il y a une différence entre le discours et la réalité. Alors c'est ça qu'il faut combler. Heureusement, il y a quand même une masse critique de leaders qui sont conscients du fait que leur discours doit être reflété dans leur budget. À la fin de tout, la stratégie ultime, où on voit vraiment quelle est la stratégie d'un gouvernement, c'est dans son budget, ce n'est pas dans les discours. Oui, absolument. Quand on voit, par exemple, aujourd'hui, dans ce contexte africain de crise, de conflit, de guerre, que véritablement, il y a 15 à 25% du budget est consacré au budget militaire, c'est-à-dire qu'on s'interroge, tout cela est amputé de tous les défis de l'éducation, de l'alimentation, de la santé. C'est-à-dire que comment aujourd'hui entrer dans cette complexité où c'est vraiment difficile de pouvoir trouver les réponses. Alors, vous avez tout à fait raison. Et moi qui viens d'un pays sahélien, nous avons un consensus au Sahel qui existe au niveau politique. Si nous connaissons aujourd'hui une des raisons pour lesquelles nous subissons des vagues de terrorisme, de djihadisme, c'est évidemment dû à l'implosion de la Libye, mais c'est aussi dû au fait que les zones dans lesquelles se déploient ces extrémismes et ces radicalismes sont des zones qui ont été négligées par l'État. Donc, nous avons une responsabilité directe. Oui. Que ce soit au nord du Nigeria, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Niger, que ce soit au Tchad, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, c'est parce qu'il y a des zones que nous avons négligées comme État historiquement et ça a créé un vide et le vide a été comblé. Bon, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est déjà le reconnaître, c'est important. Parce que ça veut dire que la réponse militaire ne suffira pas, il faudra une réponse de développement. Oui. Et cette réponse de développement prend du temps. Alors, aujourd'hui, nous sommes pris dans cette contrainte. Nous faisons face à plusieurs crises en même temps. Oui. Et évidemment, nous devons déloger les terroristes. Et pour les déloger, il faut réagir de manière militaire et sécuritaire. Mais les déloger seulement ne suffit pas. Oui. Il faut, une fois qu'ils sont délogés, il faut créer les conditions du développement et les deux doivent être réfléchis en même temps. On ne peut pas se dire, premier temps, on déloge et deuxième temps, on réfléchit au développement. Non, on doit réfléchir aux deux en même temps. Au fur et à mesure qu'on combat le terrorisme, on doit installer les conditions du développement. Par une représentation administrative, par des allocations de ressources, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a les moyens de traiter les causes et la racine de ces problèmes qui sont dus aux inégalités, vous venez de le dire, aux problèmes d'injustice, aux problèmes de bonne gouvernance? C'est que tout cela s'oppose avec acuité, mais est-ce que l'Afrique a vraiment les moyens et le temps pour le faire? Alors, vous savez, nous sommes 1,3 milliard aujourd'hui.
nous allons basculer à plus de 2 milliards d'ici 2050. Alors, si nous doublons de population et que, je prends juste un simple exemple, nous n'arrivons pas à nourrir nos populations, tous nos systèmes administratifs, tous nos États vont imploser. Oui. Donc, là, on ne peut pas se poser la question de savoir si nous avons les moyens ou pas. Il faut que, de manière déterminée, nous adoptions les stratégies appropriées. Alors, 3 points. Le premier, c'est qu'il nous faut des institutions fortes, avec des personnes méritantes. Donc, méritantes, ça veut dire qui ont été formées pour gérer ces institutions. Deuxièmement, il faut que nous mobilisions plus de ressources domestiques. Vous savez, nous sommes le continent qui a la pression fiscale la moins élevée. Bon, il est vrai que c'est dû à une forte part de l'économie informelle, mais nous pourrions faire beaucoup plus d'efforts, hein, sur nos systèmes douaniers, sur tous nos systèmes fiscaux. Alors ça, c'est le deuxième point pour avoir les ressources nécessaires. Oui. Et le troisième point, c'est qu'il faut absolument que nous luttions contre toutes les formes de mauvaises dépenses. Hein. Oui. Il faut que nous ayons des dépenses de qualité. Bon, ça inclut évidemment les questions de corruption, parce qu'on sait que la fuite illégale, hein, les flux financiers illicites sont quand même très importants. J'ai présidé il y a 2 ans un panel des Nations Unies qui a duré 15 mois sur les flux financiers illicites. Nous n'arrivons pas à faire payer suffisamment les multinationales par rapport à nos codes fiscaux. Donc ça, c'est très important. Mais au-delà de ça, il faut que nous élargissions aussi notre base fiscale. Alors, si nous réussissons ces 3 choses, les stratégies existent, hein, techniquement. Comme on disait tout à l'heure, les stratégies existent. Alors, la cerise sur le gâteau, enfin, pour utiliser cette expression, oui, sera un leadership déterminé. Et l'Afrique qui vient sera transformée par des leaders qui seront déterminés. Les forces centrifuges parcourent l'Afrique, mais pas seulement. Mais vous rassemblez cette figure entre l'homme global et l'homme local, et inversement. Et par cette expérience-là, comment voyez-vous aujourd'hui la terre africaine est devenue une terre de rivalité géopolitique? Et pour vous, est-ce que vraiment l'Afrique est capable de se soustraire ou d'imposer ses choix quand on voit la Chine, la Russie, la Turquie et bien d'autres pays qui sont au cœur d'enjeux considérables pour l'Afrique? Oui, absolument. Et vous décrivez une réalité que nous devons absolument prendre en compte. C'est-à-dire, nous entrons dans un monde qui est multipolaire. Et dans ce monde multipolaire, nous ne devons pas préférer X à Y. Nous devons préférer nos intérêts. Oui. Et dans la gestion de nos intérêts, en discutant avec X, Y ou Z, nous voyons si X, Y ou Z respectent nos intérêts, est prêt à entrer en partenariat avec nous pour mettre en œuvre des actions qui respectent nos intérêts. Et puis, troisièmement, ne nous dicte pas ce qu'il faut faire. Oui. Nous avons été très souvent dans la logique de ceux à qui on dicte ce qu'il faut faire. Quand on regarde le développement du Sud-Est asiatique, lorsque la Banque mondiale et le FMI leur ont dit « vous devez suivre telle voie », ils ont dit non. Nous avons réfléchi à une autre voie et ils se sont développés. Alors, et nous avons appliqué l'ajustement structurel qui était nécessaire parce que nous étions très endettés, certes, mais nous n'avions pas réfléchi suffisamment à une stratégie autonome, autocentrée, etc. Alors, ça ne veut absolument pas dire que nous nous coupons du monde, non. Ça veut dire que nous révisons nos partenariats à l'aune de nos intérêts. Donc, nous sommes, et c'est la position de l'Union africaine, je ne fais que la réaffirmer, nous sommes ouverts à tous les partenariats dans la mesure où ceux-ci respectent nos intérêts. Et des exemples très simples, hein, quand l'Union européenne définit le Global Gateway,
quand les États-Unis d'Amérique Oui. font un certain nombre d'engagements sur la base du sommet Afrique-États-Unis d'Amérique, lorsque la Chine promet un certain nombre de prendre des engagements sur un certain nombre de sujets, dont les infrastructures, il faut que tous ces engagements aient une cohérence pour nous. Mhm. Il ne faut pas que nous suivions des lièvres à gauche et à droite. Non. Mhm. Il faut que nous mettions ces engagements ensemble et qui respectent nos stratégies, notre agenda 2063. Et ça, c'est un rôle fondamental que doit jouer l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine. Ne pas aller dans tous les sens, aller dans un sens et Absolument. aligner nos partenaires dans le sens dans lequel nous allons dans ce monde qui est multipolaire. Vous avez dit tout à l'heure, et on le voit, il y a des études, les études existent, les stratégies, mais l'Afrique passe son temps à expertiser l'expertise. C'est-à-dire, on a le sentiment, avec toutes les données qui existent, est-ce qu'aujourd'hui on peut tirer les leçons pour pouvoir. Et ça tient à quoi en réalité? Oui, et vous avez tout à fait, et vous savez vous avez raison, et il y a une industrie, hein. Il y a une Absolument. industrie des études, des consultations qui font en général du copier-coller, Mhm. c'est-à-dire on copie une technique ici, on la colle ailleurs. Toutes les grandes sociétés de consultation ont des matrices déjà prêtes qu'ils appliquent à des États. Donc, on n'est plus à ce stade-là. Notre stade, c'est comment nos États doivent être des États stratèges. C'est ça. Ouais. Et pour être des États stratèges, on a besoin de données, c'est vrai, mais continuer de manière sempiternelle à faire des études qui répètent la même chose, ce n'est pas la voie à suivre. La chance que nous avons, c'est qu'il y a des stratégies que nous avons définies et qui ont démontré leur utilité. Je prends un exemple. Sur le plan des infrastructures, nous avons le programme africain de développement des infrastructures qui s'appelle PIDA. Et ce programme a réussi des choses assez considérables, comme par exemple l'autoroute qui va de Alger à Lagos. Collé à cette autoroute, vous avez de la fibre optique sur presque 1000 km maintenant. Ça, c'est considérable. Vous avez la Grande Muraille Verte qui va de Dakar jusqu'à Djibouti. Elle n'avance pas suffisamment, de manière suffisamment. Elle n'avance pas assez vite, mais il y a des tronçons dans cette Grande Muraille Verte et il y a une appropriation de la logique de la Grande Muraille Verte. Vous avez le corridor nord-sud en Afrique australe, qui facilite les échanges à l'intérieur des pays de l'Afrique australe. Vous avez le corridor central qui va de Dar es Salaam jusqu'au Burundi et qui peut être continué. Vous avez le corridor Abidjan-Lagos où il y a une forte densité de commerce. Des choses se font. Alors, pourquoi ces choses-là se font? Parce qu'il y a eu une stratégie qui a été réfléchie sur le développement des infrastructures au niveau continental. Si nous prenons la zone de libre-échange, hein, le traité de la zone de libre-échange, la ZLECAf, là Oui. également, de manière progressive, on voit qu'on attaque des goulots d'étranglement. Hein, la libre circulation des personnes et des biens, l'adéquation avec les corridors dont je viens de parler, la Oui. constitution de hubs régionaux qui seraient chargés de production agricole. Donc, Oui. il y a des choses qui se font. Et la caractéristique des choses qui se font, c'est que derrière, il y a une stratégie. Et derrière cette stratégie, il y a une prise en compte de nos intérêts. Donc, si nous créons le plus de mouvements dans cette logique, nous sommes capables de transformer l'Afrique. Autre exemple, nous nous plaignons beaucoup que nous n'avons pas assez de ressources. Mais vous savez que si vous prenez les fonds de pension Oui. africains et les fonds souverains, je crois qu'on en a parlé la dernière fois d'ailleurs dans Oui. une interview que nous avons fait, c'est 1000 milliards de dollars d'actifs, hein, en anglais, assets under management. Alors, 1 trillion de dollars.
Et où investissent ces fonds de pension et ces fonds souverains? Très souvent, ils investissaient en Australie, dans des chemins de fer anglais, aux États-Unis, parce qu'ils disaient non, c'est trop risqué d'investir en Afrique, donc on préfère assurer les intérêts de nos pensionnaires, donc on va aller investir dans des zones qui ne sont pas risquées. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les niveaux de retour sur investissement en Afrique sont plus élevés et nous avons tout un paquet, je m'excuse du terme, mais nous avons un lot de projets dont la bancabilité est reconnue. Donc, lorsque vous prenez l'ensemble de ces facteurs, vous voyez que c'est la détermination politique à agir qui va faire la différence. Absolument. Et écoutez, vous avez dressé un excellent mapping des chantiers et des dossiers d'urgence qui sont en cours pour l'Afrique. Mais peut-être pour qu'on garde de vous et pour qu'on ait peut-être un autre rendez-vous pour faire une évaluation, comment placez-vous ces systèmes alimentaires dans cette vision d'ensemble que vous venez dresser pour que ça se transforme réellement? Alors, les systèmes alimentaires doivent être conçus comme une question de sécurité nationale, régionale et continentale. Vous regardez l'Union européenne, vous regardez le budget que l'Union européenne accorde à l'agriculture, c'est monumental. C'est un des plus gros budgets. Ça veut dire que pour l'Union européenne, la sécurité alimentaire sous toutes ses formes est une question de sécurité tout court. Lorsque vous regardez les États-Unis, le Farm Bill, c'est-à-dire la loi agricole américaine, elle fait l'objet d'un lobbying et d'une importance considérable. Lorsque vous regardez la priorité que la Chine accorde à ces systèmes alimentaires, c'est au niveau d'une sécurité nationale. Donc, il faut que nous reconnaissions que nos systèmes alimentaires constituent un problème de sécurité tout court. Et à partir de ce moment-là, si nous reconnaissons que ça constitue un système une priorité en termes de sécurité, c'est une approche par tout le gouvernement qui doit être mise en œuvre. Parce que l'agriculture, ce n'est pas simplement produire, il faut commercialiser, il faut des routes rurales, il faut des marchés accessibles, il faut des agriculteurs renforcés dans leurs capacités pour qu'ils deviennent des petits et moyens entrepreneurs. Donc, c'est une approche globale parce que c'est une question de sécurité. Une fois que nous sommes convaincus de cela, alors ça va nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, y compris évidemment les problèmes d'insécurité auxquels nous faisons face. Nous savons maintenant que dans la zone sahélienne, par exemple, pour ne parler que d'elle, mais on pourrait prendre des exemples ailleurs, les effets du changement climatique ont rétréci des espaces où il y avait une mobilité. Absolument. Et ceux qui avaient cette mobilité dans ces espaces se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas bouger et ils choisissent la Kalachnikov plutôt que des actions de développement. Donc, tout est lié. Mais si nous regardons nos systèmes alimentaires comme une question de sécurité nationale, régionale et continentale, je suis convaincu que nous ferons des progrès systématiques. Ibrahim Hassan Mayaki, je vous remercie d'avoir accordé ce premier entretien de en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine pour les systèmes alimentaires. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour développer votre vision et vos analyses. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Merci.